Lors de la dernière conférence, nous avions vu que l'action politique de deux hommes, Louis-Hippolyte Lafontaine et Georges-Étienne Cartier, avait complètement renversé la politique d'assimilation qui était préconisée par Lord Durham à la suite des troubles de 1837-38. Louis-Hippolyte Lafontaine, en alliance avec le chef des réformistes du Haut-Canada, Robert Baldwin, a réussi à obtenir ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle. Ce que signifie la responsabilité ministérielle, c'est que désormais, les ministres du gouvernement, au lieu d'être nommés par le gouverneur, vont être choisis par le Parlement. C'est le système que l'on a encore aujourd'hui. Le premier ministre est choisi parmi le parti qui a la majorité parlementaire. Donc, c'est le triomphe de la démocratie parlementaire de type britannique. Quant à Georges-Étienne Cartier, lui, en alliance avec John A. Macdonald, le chef des Tories ontariens, il a modifié l'alliance des colonies britanniques d'Amérique du Nord pour faire l'acte de l'Amérique du Nord britannique qu'on appelle la Confédération canadienne. Donc, en 1867, 4 colonies britanniques d'Amérique du Nord s'unissent pour former le Canada que l'on connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Ce soir, nous allons parler de la mise en place de la Confédération, de tout ce qui s'est passé dans les 30 premières années de ce nouveau régime constitutionnel. J'ai intitulé la conférence « L'hégémonie conservatrice » parce que le Parti conservateur va être au pouvoir pendant presque toute cette période, tant au niveau du gouvernement fédéral qu'au niveau du gouvernement de la province de Québec. Quels sont les caractères généraux de la période dont nous allons parler? D'abord, il ne faut jamais oublier que cette période s'insère dans l'époque de l'apogée de l'Empire britannique. C'est l'époque victorienne. Le Canada est un des plus beaux fleurons, probablement même le plus beau fleuron de l'Empire britannique. Alors, l'admiration que les Canadiens français, même les plus nationalistes, avaient à ce moment-là pour l'Empire britannique est un fait dont il faut toujours tenir compte pour comprendre la mentalité de cette époque. Le premier objectif du Canada va être d'étendre son territoire. On avait réuni 4 provinces, mais on avait bien l'intention de couvrir tout le territoire qui appartenait encore à l'Angleterre pour en faire un pays. Et cette œuvre va être l'œuvre de John A. Macdonald, l'ancien chef des Tories ontariens, qui va devenir le premier ministre du Canada, d'après la Confédération. Et John A. Macdonald va former un grand parti politique, vraiment là, un parti structuré avec une discipline de fer, qu'on va appeler le Parti libéral-conservateur. C'est le nom plutôt conservateur qu'on retient, mais le nom officiel était le Parti libéral-conservateur. Un peu plus tard, l'autre parti va se former, lui qu'on va appeler le Parti libéral tout court, et il va se former surtout sous l'action de Wilfrid Laurier. Mais ça, c'est à retenir que le premier parti à s'être structuré, c'est le Parti conservateur. Ça explique pourquoi, dans les 30 premières années, ils l'emportent largement dans toutes les élections contre leurs adversaires libéraux. Mais si on avait résumé la politique de cette époque, il y a un mot qui la résume, c'est la politique des chemins de fer. L'objectif numéro 1 de la Confédération canadienne, c'était de donner les ressources suffisantes pour construire un chemin de fer transcontinental, de Halifax jusqu'à Vancouver, mais aussi de couvrir tout le pays de chemin de fer. Donc, c'est ça qui va se faire dans les 30 premières années de la Confédération. Après, lorsque les grands développements de chemin de fer vont être terminés, là, le Canada va s'engager vraiment dans la révolution industrielle. Les historiens de l'économie disent que le décollage industriel du Canada date de 1896. Mais pour que ce décollage ait eu lieu, encore fallait-il d'abord construire les chemins de fer. Sur le plan politique, nous allons assister à l'émergence de l'autonomisme provincial. Je vous avais expliqué lors de la dernière conférence que la Confédération canadienne avait été conçue dans un esprit très, très centralisateur. Le gouvernement fédéral était vraiment le gouvernement national, le gouvernement souverain. Les provinces étaient finalement des grosses municipalités, pour reprendre les mots de John A. Macdonald. On voulait éviter un régime décentralisé
Parce que la décentralisation de la Fédération américaine avait mené à la guerre civile de 1861. Alors, on tirait comme leçon que la décentralisation du fédéralisme américain avait empêché la formation de l'unité nationale. On ne voulait pas faire la même erreur au Canada, donc on a conçu un régime très, très centralisé. Mais ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, le régime qui avait été conçu comme étant très, très centralisé, au départ, va se décentraliser, notamment sous l'effet de décisions judiciaires du Conseil privé de Londres. Donc, la Confédération canadienne, qui devait être beaucoup plus centralisée que les États-Unis, va devenir finalement beaucoup plus décentralisée. Aujourd'hui, la Fédération américaine est très centralisée. La Confédération canadienne est probablement une des confédérations les plus décentralisées au monde. Mais si les provinces vont prendre un peu plus d'importance dans le cadre du fédéralisme canadien, par contre, les minorités françaises hors Québec, elles, vont être systématiquement écrasées. Alors, le rêve de créer un pays bilingue va être, dès les 30 premières années de la Confédération, va être abandonné. On va voir quelle est la vraie nature de ce pays, le Canada, un pays anglais où il y a une réserve bilingue qui est le Québec. Pour ce qui est de la province de Québec, deux choses vont attirer notre attention. D'abord, la montée du nationalisme avec le gouvernement de Honoré Mercier. Et finalement, les querelles politico-religieuses qui divisaient le clergé et qui opposaient deux camps, le camp ultramontain et le camp catholique libéral. Voyons d'abord comment la Confédération s'est mise en place. Sur le plan de l'expansion territoriale, bon, il y a des élections en 1867. Les confédéralistes, c'est-à-dire les députés, les candidats qui avaient appuyé la Confédération, l'emportent largement, sauf en Nouvelle-Écosse. Les provinces maritimes s'étaient fait tirer l'oreille pour rentrer dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, et dès les premières années, la Nouvelle-Écosse va vouloir en sortir. À ce moment-là, le premier ministre de Nouvelle-Écosse, c'est Joseph Howe. Et Joseph Howe était celui qui avait réussi à obtenir la responsabilité ministérielle pour la Nouvelle-Écosse. Donc, c'était un chef politique aussi prestigieux que pouvaient l'être Louis-Joseph Papineau ou Louis-Hippolyte Lafontaine. Alors, lui va demander à Londres de retirer la Nouvelle-Écosse de la Confédération. Mais finalement, il va y avoir un accord entre Joseph Howe et John A. Macdonald, accord qui va être, faut-il dire, favorisé par des pressions des milieux d'affaires canadiens et des milieux d'affaires de Londres, et finalement, pour un peu plus de subsides, un peu plus d'argent que le gouvernement fédéral va donner à la Nouvelle-Écosse, la Nouvelle-Écosse va accepter de rester dans le Canada. En 1869, le Canada achète les territoires du Nord-Ouest. Les territoires du Nord-Ouest, dans ce temps-là, c'est tout ce qu'il y a à l'ouest de l'Ontario, et même une partie de l'Ontario actuelle. C'est les provinces Alberta, Saskatchewan, Manitoba, c'est tout le Grand Nord, et c'est la partie ouest de l'Ontario. Donc, c'est énorme. Et tout ce territoire appartenait à la Compagnie de la baie d'Hudson. C'était une compagnie privée qui possédait cet immense territoire. Le Canada l'achète et va créer de nouvelles provinces dans cette région. En 1871, c'est la Colombie-Britannique qui décide de se joindre à la Confédération canadienne en échange d'une promesse, la promesse de construire un chemin de fer transcontinental. Le chemin de fer va finalement être terminé en 1885. Et en 1873, c'est l'île du Prince-Édouard qui rejoint la Confédération. Donc, en 1873, l'expansion territoriale du Canada est terminée. La seule province qui manque encore, c'est Terre-Neuve, qui, elle, va se joindre seulement en 1949. Sur le plan politique, les conservateurs, comme je vous avais expliqué, dominent largement. Il y a deux hommes qui dominent la politique canadienne à ce moment-là, John A. Macdonald pour l'Ontario et Georges-Étienne Cartier pour le Québec. Le Parti conservateur va remporter toutes les élections fédérales entre 1867 et 1896, sauf une, celle de 1873, qui va être remportée par les libéraux de Alexander Mackenzie. Mackenzie va former un gouvernement de 1873 à 1878. Sur le plan provincial, les conservateurs gagnent toutes les élections, sauf
Sauf brièvement, en 1878, il y a eu, pendant 6 mois environ, un gouvernement libéral, gouvernement qui était d'ailleurs minoritaire et qui n'a pas duré tellement longtemps, le gouvernement de Joly de Lotbinière. Et 1886 à 1892, ce sont non pas les libéraux, mais le Parti national de Honoré Mercier qui va gouverner. Mais dès 92, les conservateurs reviennent au pouvoir et ils vont y rester jusqu'en 1897, lorsque les libéraux de Gabriel Marchand vont prendre le pouvoir. Ce qui est important de comprendre à cette époque-là, c'est que le vrai pouvoir, il est à Ottawa. Il ne faut pas penser que le rapport de force entre le fédéral et les provinces est à ce moment-là le même qu'aujourd'hui. Les provinces, c'est pas grand-chose, et le premier ministre du Québec est en fait choisi par le lieutenant québécois de Johnny MacDonald, Georges-Étienne Cartier. Donc, Georges-Étienne Cartier choisit le premier ministre du Québec de la même manière qu'il choisit les autres ministres du gouvernement fédéral pour la province de Québec. Alors donc, il n'y a pas de distinction entre politique fédérale et provinciale. Quand on fait des élections, on discute autant des thèmes fédéraux que provinciaux. Ce n'est que plus tard que la séparation va se faire. Et en fait, il faut attendre les années, je dirais, 1950 et 1960 pour que vraiment il y ait une séparation complète entre la politique fédérale et la politique provinciale. Aujourd'hui, vous pouvez être membre du Parti libéral du Québec sans être membre du Parti libéral du Canada, ou le contraire. Les deux partis ont des structures tout à fait différentes, mais à cette époque-là, ce n'est pas ainsi. Il y a une seule structure et il y a un seul chef pour le Québec, c'est Georges-Étienne Cartier. Donc, c'est les lieutenants québécois qui sont en fait les hommes forts. À cette époque-là, il aurait été inconcevable d'imaginer qu'un Canadien français soit premier ministre de la Confédération. Déjà, quand Laurier va réussir à le devenir en 1896, ça va être un exploit assez surprenant. Mais au début de la Confédération, là, il était clair que ça devait être un Ontarien. Mais par contre, cet Ontarien-là devait s'adjoindre un lieutenant québécois très fort. Et les lieutenants vont être d'abord Georges-Étienne Cartier, mais Cartier meurt en 1873. Ensuite, Hector Langevin, qui était un des pères de la Confédération, va succéder à Cartier comme chef de l'aile québécoise du Parti conservateur, mais lui ne réussira pas à s'imposer de manière aussi ferme que Cartier. Son leadership va être contesté notamment par Louis-Adolphe Chapleau. Chapleau, lui, était premier ministre du Québec, conservateur, et à un moment donné, il va se faire nommer ministre du gouvernement fédéral à Ottawa. Et c'était une promotion, là. Passer du statut de premier ministre du Québec à un statut de ministre fédéral, c'était une promotion. D'ailleurs, on va voir ça souvent, nos premiers ministres du Québec, à un moment donné, lorsqu'ils ont un peu d'envergure, ben, ils sont tout simplement appelés à faire de la politique fédérale. Ça va durer très longtemps, cette habitude-là. Le dernier qui va le faire, c'est Lomère Gouin. Lomère Gouin qui va être premier ministre de 1905 à 1915. Je m'excuse, de 1905 à 1920. En 1920, il va être appelé par Mackenzie King à être son lieutenant québécois. Donc, il quitte le gouvernement du Québec pour aller à Ottawa. Et à l'époque, c'était perçu comme une promotion. Ça vous montre que le statut de premier ministre du Québec, c'était peu prestigieux à ce moment-là. Faut dire que Lomère Gouin disait que lui, il avait 2 postes. Il était premier ministre du Québec, il était vice-président de la Banque de Montréal. Et que pour lui, le poste le plus important, c'était son poste de vice-président de la Banque de Montréal. C'est avec Maurice Duplessis, dans les années 40-50, que le premier ministre du Québec va devenir vraiment un chef d'État à peu près au même niveau que le premier ministre du Canada. Mais revenons à la fin du 19e siècle. Nos premiers ministres sont des gens plutôt falots, des gens plutôt d'envergure secondaire, sauf Honoré Mercier, qui lui va être un personnage assez remarquable. En 1867, la première personne à qui on a demandé d'être premier ministre du Québec, c'était Joseph Cochon, qui était un député conservateur de Québec. Mais Cochon ne réussit pas à obtenir aucun anglophone dans son cabinet. La raison était la suivante, c'est que Cochon s'était opposé un an avant, en 1866, à un projet de loi présenté par Hector Langevin pour le Bas-Canada, et un projet de loi qui constituait
des commissions scolaires catholiques et protestantes. Et à cette époque-là, Cochon trouvait qu'on donnait trop de droits aux anglo-protestants du Québec. Il s'y était opposé et les Anglais ne lui ont jamais pardonné. Alors donc, il n'y a aucun Anglais qui a accepté de faire partie de son cabinet et il aurait été impensable pour un premier ministre du Québec à ce moment-là d'avoir aucun Anglais dans son cabinet. Et même que il y avait une habitude qui va se garder jusqu'au temps, qui va se conserver jusqu'au temps de Maurice Duplessis, c'est-à-dire, et encore le deuxième gouvernement Duplessis en 1944, l'habitude était que le trésorier provincial, c'est-à-dire le ministre des Finances, comme on l'appelle aujourd'hui, devait être un Anglais. Alors ça, c'est quand même important parce que en 1867, les Canadiens français obtiennent un État, un semi-État, mais il est bien clair que les finances de ce semi-État doivent être contrôlées par des Anglais. Alors, c'est pour vous dire à quel point l'autonomie politique qui nous était concédée était limitée. Alors donc, Cochon a été écarté et on choisit comme premier ministre Pierre-Olivier Chauveau, qui était le surintendant de l'instruction publique. Un très bon surintendant qui était très ami des évêques, même que à ce moment-là, Chauveau va créer un ministère de l'instruction publique et il n'y aura aucune protestation des évêques parce qu'on faisait très confiance à Chauveau. Mais Chauveau était un bon fonctionnaire, mais ce n'était pas un personnage d'envergure. Ensuite, il y en a d'autres qui vont lui succéder. Je vous les nomme rapidement. Ouimet, Boucherville. Boucherville, qui va être là de 1874 à 1878, était considéré comme un ultramontain. Les Anglais l'appelaient même le jésuite laïque. C'était à l'époque où les ultramontains exerçaient une influence considérable dans le Parti conservateur. Ensuite, il va y avoir le libéral Joly de Lotbinière pendant quelques mois. Louis-Adolphe Chapleau, qui est peut-être un personnage d'un peu plus d'envergure que les autres, mais qui va rapidement être happé par la politique fédérale. Mousseau, Ross, Taillon, Honoré Mercier, encore Boucherville, encore Taillon. Et finalement, de 1896 à 1897, Edmund Flynn, le seul anglo-québécois qui a jamais été premier ministre du Québec, c'était lui, Edmund Flynn. Alors, voyez, l'histoire a retenu le nom de à peu près aucun de ces personnages, sauf peut-être Honoré Mercier. Je pense qu'effectivement, aucun d'entre eux mérite de très grandes notices dans les livres d'histoire. Maintenant, si on parle de la question économique. Donc, l'économie, c'est d'abord la construction de chemins de fer. C'est Hugh Allen qui va fonder une compagnie du nom du Canadien Pacifique et qui va construire ce chemin de fer transcontinental. Pas l'architecte, mais l'ingénieur qui va être en charge du projet, c'est Van Horn. Mais pour obtenir l'aide gouvernementale, des sommes très alléchantes vont être versées à la caisse du Parti conservateur. En fait, pas moins de 300 000 $ vont être donnés à la caisse électorale du Parti conservateur. Et c'était, pour cette époque-là, des sommes faramineuses. Quand vous pensez que le budget de la province de Québec pouvait être d'à peu près 1 ou 2 millions par année, et encore 2 millions, c'était les grosses années, 300 000 $, c'était énorme. C'était comme l'équivalent de plusieurs milliards aujourd'hui. Alors, même si à l'époque, les mœurs politiques étaient peut-être beaucoup plus relâchées qu'aujourd'hui, c'était quand même un peu trop. Et ça va provoquer un scandale qu'on a appelé le scandale du Pacifique et qui va amener la chute du gouvernement MacDonald en 1873. Et les libéraux vont former un gouvernement pendant quelques années. De 1873 à 1878, il y a une crise économique mondiale. Alors là, on est de plus en plus à l'époque du capitalisme industriel. Le phénomène des crises économiques cycliques commence. C'est tout à fait récent. Hein? Au Moyen-Âge, ça n'existait pas des crises économiques. Il y avait parfois des mauvaises récoltes à cause du cycle naturel, mais l'économie était structurée de telle sorte que les prix, les salaires, le marché étaient toujours équilibrés. C'est une création du capitalisme industriel que ce phénomène des crises économiques. Donc, il y en a eu une en 1873 qui était quand même assez considérable. Peut-être pas autant que celle de 1929, mais en tout cas, c'était la plus grande qu'on avait vue jusqu'à ce moment-là.
Et l'attitude des gouvernements, un peu partout dans le monde, va être de retourner au protectionnisme, de protéger notre marché par de fortes douanes. Et McDonnell va miser là-dessus sur une politique de protectionnisme qu'on a appelée la National Policy. Alors, la politique de McDonnell, c'était de faire du Canada un marché protégé, de construire des chemins de fer et surtout de faire venir beaucoup d'immigrants d'Europe pour peupler le Canada. Comme les libéraux, eux autres, s'accrochaient à la politique du libre-échange parce qu'ils étaient très, très imprégnés des idées économiques de l'école de Manchester, ben là, ils vont être dépassés et ils vont perdre les élections de 1878. Il faut dire qu'à l'époque aussi, le capitalisme industriel provoque une misère considérable parmi la classe ouvrière des grandes villes. Et la Chambre des communes va faire de 1886 à 1889 une vaste enquête sur la situation de la classe ouvrière pour s'apercevoir que les conditions de travail et de vie étaient particulièrement pénibles. C'était l'époque où les femmes et les enfants travaillaient dans les usines 12 heures par jour avec une insalubrité considérable. Il n'y avait absolument aucun syndicat. Le syndicat comme tel était illégal en soi. Alors donc, après cette enquête-là, on va commencer à adopter les premières lois dans le domaine du travail et à permettre l'émergence des syndicats. Le premier syndicat important qui va apparaître au Canada, c'était les Chevaliers du travail. Les Chevaliers du travail, c'était un syndicat d'origine américaine et c'est en fait l'ancêtre de l'actuel AFL-CIO. Et donc, c'est le premier syndicat qui va apparaître. Mais quand on parle de syndicalisme à cette époque-là, c'est un syndicalisme qui est toujours lié à l'idéologie socialiste. Donc, derrière les gens des Chevaliers du travail, il y avait toujours des agitateurs politiques marxistes qui se profilaient. Et on va voir les premiers candidats socialistes se présenter. C'était surtout au niveau municipal qu'ils se présentaient à ce moment-là. Et certains d'entre eux vont être élus à Montréal. Maintenant, si on parle des relations fédérales-provinciales, je vous ai dit que la Confédération canadienne, qui avait pour intention d'être très, très centralisée, va en fait devenir décentralisée. C'est un peu normal parce que la décentralisation politique, c'est la tendance naturelle des grands pays. Prenez une carte du monde, regardez les pays qui sont géographiquement étendus, et c'est presque toujours des fédérations. Canada, États-Unis, Australie, Brésil, Russie. Un pays qui est grand, habituellement, est organisé en forme de fédération. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le Québec qui a lancé le mouvement de l'autonomisme provincial, mais c'est bel et bien l'Ontario. En fait, l'Ontario du premier ministre libéral Oliver Mowat. C'est le premier qui va entreprendre une bataille contre les institutions fédérales. En 1883, le Conseil privé de Londres, qui était le tribunal suprême qui réglait toutes les questions judiciaires pour l'Empire britannique, donc il y avait au Canada une Cour suprême du Canada, mais ce n'était pas le tribunal suprême. On pouvait appeler des décisions de la Cour suprême du Canada à Londres devant le Conseil privé de Sa Majesté. Cet appel au Conseil privé va être aboli seulement en 1949. Alors donc, le Conseil privé, dans l'arrêt Hodge, en 1883, affirme deux choses très importantes. Premièrement, que les provinces sont souveraines dans leur domaine. Et deuxièmement, que la clause du pouvoir général de législation du gouvernement fédéral ne peut pas empiéter sur l'article 92 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, c'est qu'on avait prévu en 1867 une espèce de... On avait créé des provinces, on lui avait donné certains pouvoirs. Mais le texte était rédigé de telle manière que le fédéral pouvait légiférer à peu près partout. Les provinces ne pouvaient pas légiférer dans le champ fédéral, mais le fédéral se réservait le droit de légiférer même dans le champ des provinces. Sauf que là, le Conseil privé de Londres va dire non, on établit une frontière, les provinces sont souveraines dans leur domaine, et le fédéral l'est dans le sien. Les deux niveaux de gouvernement ne doivent pas empiéter. Alors donc, à ce moment-là, les provinces ne sont plus des grosses municipalités. Les provinces deviennent des États semi-souverains, ou du moins souverains, mais dans leur domaine de compétences.
Le Québec, lui, va embarquer dans le mouvement de défense de l'autonomie provinciale, mais beaucoup plus tard que les autres provinces. Il va y avoir des premières, sous Honoré Mercier, il va y avoir des premières tentatives dans ce sens-là, mais je pense qu'il faut attendre le 20e siècle pour que vraiment le Québec fasse pratique systématiquement une politique de défense de l'autonomie provinciale. C'est surtout Duplessis qui va rentrer là, dans les mœurs cette politique d'autonomie provinciale. Alors donc, on a vu que les provinces montaient d'un cran, mais au moment même où les provinces montent d'un cran, ça ne veut pas dire que les francophones montent d'un cran. Et là, nous allons voir que les minorités françaises hors Québec vont se voir spolier tous leurs droits politiques et scolaires. Il y avait 2 articles dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique qui visaient à protéger les minorités. L'article 93 protégeait les minorités religieuses, soit catholiques ou protestantes, en donnant aux minorités le droit d'avoir des écoles de leur confessionnalité. Et il y avait aussi l'article 133 qui disait que les institutions fédérales, que le gouvernement fédéral devait être bilingue. Donc, et aussi le gouvernement du Québec devait être bilingue. On ne spécifiait rien pour les autres provinces, mais au moins le gouvernement fédéral devait être bilingue. Il ne le sera pas dans les faits avant 1969, avant l'adoption de la loi sur les langues officielles. Alors donc, il y avait 2 manières d'interpréter ces articles-là. Il y avait la manière large qui disait que le Canada est un pays bilingue et un pays confessionnel, avec 2 religions, catholiques et protestants. On ne parlait pas des droits de d'autres religions à ce moment-là, là, les droits des musulmans ou des juifs, ou ça, il n'y en était pas question. C'était les droits uniquement des catholiques et des protestants. Mais en réalité, la situation va être tout à fait différente et après 30 ans de régime confédératif, nous verrons qu'en fait, le Canada était un pays unilingue anglais où on tolérait temporairement un certain bilinguisme dans la province de Québec. D'autre part, sur le plan scolaire, l'école nationale canadienne devait être une école neutre, une école non confessionnelle. Finalement, les articles 93 et 133, dans les faits, visaient à protéger surtout les droits des anglo-protestants du Québec. Les seuls qui ne verront pas leurs droits, la seule minorité qui ne se verra pas attaquée, c'est la minorité anglo-protestante. Et c'est tout à fait compréhensible parce que à cette époque-là, si le gouvernement de la province de Québec avait voulu diminuer les droits scolaires des protestants ou les droits linguistiques des anglophones au Québec, bien, on aurait eu rapidement une prise d'armes, un nouveau 1837, et on aurait rappelé aux Canadiens français qu'ils étaient les vaincus des plaines d'Abraham. Comment ça s'est fait l'abolition des droits des minorités françaises? D'abord, ça commence au Nouveau-Brunswick. L'article 96 disait que le système scolaire confessionnel d'une province était protégé tel qu'il était avant 1867. Donc, il fallait qu'il y ait des droits avant 1867 pour que l'article 93 s'applique. Mais si une province attaquait ces droits-là, à ce moment-là, le gouvernement fédéral avait le droit d'intervenir, de légiférer pour adopter une loi rémédiatrice. Donc, normalement, l'éducation, ça relève des provinces, mais si une province attaquait les droits des minorités, là, exceptionnellement, le gouvernement fédéral pouvait légiférer en matière d'éducation pour établir les droits de la minorité. Alors, le gouvernement fédéral était le garant des droits des minorités au Canada. Au Nouveau-Brunswick, il y avait une loi qui datait de 1858 qui créait un système scolaire catholique, mais ces écoles catholiques n'étaient pas subventionnées par l'État. Bon, c'était normal à cette époque-là, les subventions de l'État à l'école, c'est très, très limité, autant chez les catholiques que chez les protestants. Mais en 1871, le gouvernement du Nouveau-Brunswick décide de créer un système scolaire subventionné, mais neutre, donc non confessionnel. Le problème que ça posait, c'était que les Acadiens du Nouveau-Brunswick, donc les catholiques, devaient payer des taxes pour financer le système confessionnel neutre où ils n'envoyaient pas leurs enfants, et en même temps, ils devaient payer leur propre système d'éducation catholique.
Alors, puisque les Acadiens étaient très pauvres, c'était en pratique impossible. Donc, la stratégie était habile. On n'interdisait pas les écoles catholiques, on voulait tout simplement... La France républicaine vont interdire les écoles catholiques, alors que dans le système britannique, on ne les interdit pas, mais on s'arrange pour que financièrement, elles ne puissent pas vivre. Alors là, évidemment, les Acadiens ont demandé au gouvernement fédéral d'intervenir pour les protéger. Alors voici ce que répond Johnny MacDonald. Ils disent, mais la loi, l'article 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord nous permet d'intervenir pour réparer des atteintes portées au système scolaire confessionnel. Mais la loi du Nouveau-Brunswick ne porte pas sur des écoles confessionnelles, elle porte sur des écoles neutres. Alors c'était une entourloupette, un sophisme pour dire que, bon, dans le fond, non, on touche pas aux écoles catholiques, ben oui, on les fait mourir financièrement. Mais non, officiellement, c'est une loi qui porte sur les écoles neutres. D'ailleurs, quand on parle de neutralité, là, quand on dit école neutre, là, dans ce temps-là, ça veut dire école protestante. Ne nous faisons pas d'illusions. C'était pas des écoles laïques comme en France. On pouvait enseigner la religion, on pouvait faire des prières à l'école, en autant que ce soit un enseignement religieux non confessionnel, dans lequel toutes les sectes protestantes pouvaient se reconnaître. Il n'y a jamais eu, il y a eu très très peu au Canada, des écoles confessionnelles protestantes, là, une école anglicane, une école méthodiste, une école presbytérienne. C'est impossible parce que les protestants sont divisés en tellement de sectes qu'ils ne peuvent pas avoir, pour chacune de leurs sectes, ils ne peuvent pas avoir une école à eux. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils s'entendent entre eux, entre protestants, sur le principe de la neutralité confessionnelle. On envoie nos enfants à une école où on va faire quelques prières, où on va parler, il va y avoir un vague enseignement religieux dans lequel toutes les sectes protestantes vont pouvoir se reconnaître. Donc, c'est pas l'interdiction de l'enseignement religieux comme aux États-Unis, c'est pas non plus l'interdiction comme en France, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de typiquement britannique. Alors donc, MacDonald, lui, refuse d'intervenir. Les Acadiens se tournent vers Georges-Étienne Cartier, le leader québécois du Parti conservateur, qui dit « Ah non, faut pas intervenir parce que ce serait bien mauvais s'il fallait que le fédéral commence à empiéter sur la juridiction provinciale. » Alors ça, c'était l'argument. Ça serait dangereux parce que si on établit le précédent que le gouvernement fédéral intervient en matière d'éducation, peut-être qu'un jour il va le faire au Québec, puis ça va être contre nous. Alors ça va toujours être la réponse. N'utilisons pas le pouvoir fédéral pour protéger les minorités catholiques des autres provinces, pour empêcher éventuellement que le gouvernement fédéral utilise le même pouvoir pour protéger les minorités protestantes du Québec. Ben, il n'y a jamais été question d'attaquer les minorités protestantes du Québec. Et même si un quelconque gouvernement du Québec avait tenté de le faire, ben, vous pouvez être sûr que la réaction aurait été tellement vive que ça n'aurait pas passé. Donc, c'était absolument spécieux comme argument. Mais n'empêche que les députés acadiens vont faire adopter une résolution par le Parlement du Canada condamnant la loi du Nouveau-Brunswick. Face à ça, MacDonald va demander au Conseil privé de Londres si le gouvernement fédéral a le pouvoir d'intervenir. Alors ça, c'est la tactique habituelle des politiciens. Quand un sujet est trop chaud, quand un sujet divise nos électeurs, parce que là, ça divisait les électeurs catholiques et protestants du Parti conservateur, mais on renvoie ça aux tribunaux, puis on se dit, ben, on va peut-être pas passer à travers la prochaine élection avant que le jugement soit rendu. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les jugements finissent par être rendus. Sauf que là, MacDonald était plus au pouvoir, c'était rendu le libéral Alexander Mackenzie. Et le Mackenzie s'était présenté aux élections de 1873 comme le défenseur des minorités, celui qui était pour restaurer les droits des catholiques du Nouveau-Brunswick. Finalement, le Conseil privé rend sa décision. Il reconnaît qu'il y avait un système d'écoles catholiques avant la Confédération, un système reconnu par la loi. Mais il dit que ces écoles-là n'étaient pas subventionnées avant 1867. Donc, la nouvelle loi du Nouveau-Brunswick ne porte pas atteinte à des droits existants en 1867.
Face à ça, Mackenzie dit que le tribunal impérial a tranché le litige et que le gouvernement fédéral n'a pas à intervenir. Alors finalement, les Acadiens se sont trouvés sans rien, tant leur démarche, tant politique que judiciaire, n'aura rien donné. Alors là, ça va être très difficile pour les Acadiens d'avoir des écoles catholiques. Ils vont réussir quand même à mettre sur pied un réseau, mais uniquement par l'aide de l'Église. Il y a notamment beaucoup d'ecclésiastiques québécois qui vont aller enseigner là-bas, puis ils vont quand même réussir à survivre, mais dans des conditions très, très pénibles. Maintenant, l'autre province, le Manitoba. Nous avons vu que le Canada avait acheté le territoire du Nord-Ouest à la Compagnie de la baie d'Hudson. Il y avait, dans la vallée de la Rivière-Rouge, dans l'actuel Manitoba, environ 10 000 métis à ce moment-là. Quand on parle de métis, il s'agit de gens qui étaient des enfants de Canadiens français et d'Indiennes. Alors donc, c'était des moitié blancs, moitié indiens sur le plan racial. Ils parlaient français et ils étaient de religion catholique. Alors là, il y avait un problème qui s'est posé au niveau de l'arpentage, parce que le gouvernement fédéral voulait connaître ces nouvelles terres qu'il venait d'acheter. Il envoie des arpenteurs. Premièrement, les arpenteurs anglais divisent les terres en carrés plutôt qu'en rectangles. Je vous en avais déjà parlé du temps de la Nouvelle-France. En Nouvelle-France, les seigneuries c'était des grands rectangles dont qui débouchaient sur la façade du fleuve ou d'une rivière. Les Anglais, eux autres, divisent les terres en carrés. Alors, c'est pour ça qu'au Québec, on surnomme les Anglais les têtes carrées. C'est à cause de la division des terres. Mais c'était pas tellement ça. Donc on venait les arpenteurs du gouvernement fédéral arrivaient, ils bouleversaient la division des terres qui était déjà établie depuis très longtemps par les Métis. Parce que les Métis avaient la même manière de diviser les terres que les gens du Québec. Mais le problème plus grave, c'était que les titres de propriété des Métis étaient habituellement oraux. Dans l'Ouest, dans les plaines de l'Ouest, à ce moment-là, des contrats écrits, puis des notaires, puis ça n'existait pas. Alors donc, là, les Anglais sont arrivés, puis ils ont dit, vous avez pas, ces terres-là vous appartiennent pas, et on les a expropriées pour installer à la place des colons qui venaient de l'Ontario. Et il faut noter que tout ça se fait dans un climat raciste évident. Les fonctionnaires ontariens qui arrivent sont habituellement des orangistes, des membres de la fameuse Ligue d'Orange, très hostile au catholicisme et aux faits français. Et imaginez un métis. Essayez d'imaginer comment un anglo-protestant voit un métis du Manitoba. Il est à moitié indien, il parle français et il est de religion catholique. Donc, 3 bonnes raisons de le considérer comme un sous-homme. Alors donc, les expropriations abusives ont causé des problèmes. Et le problème a été renforcé du fait qu'à un moment donné, il n'y avait plus de gouvernement au Manitoba. Le gouverneur qui était nommé par la Compagnie de la baie d'Hudson était reparti. Et le lieutenant-gouverneur nommé par le gouvernement fédéral n'était pas encore arrivé. Alors, pendant un certain nombre de mois, il n'y avait plus aucun gouvernement dans les provinces de l'Ouest. Puis, imaginez là, que les communications sont très difficiles à ce moment-là parce que le chemin de fer n'est pas encore arrivé. Alors, il faut se rendre, si on va d'Ottawa jusqu'à Winnipeg, qui n'existait pas encore à ce moment-là, mais mettons d'Ottawa jusqu'à la rivière Rouge, il faut y aller à cheval, il faut y aller en canot, ça prend des mois. Alors donc, devant le vacuum gouvernemental, les Métis ont décidé de former un gouvernement provisoire pour faire respecter certaines lois. De toute façon, il y avait déjà une espèce de gouvernement qui avait été établi par la Compagnie de la baie d'Hudson sur lequel siégeaient des Métis. Alors donc, les mêmes continuent à administrer le Manitoba. Leur chef, c'est Louis Riel, un jeune homme qui avait à ce moment-là 21 ans, un des rares Métis qui savait lire et écrire, parce qu'il avait été formé au Collège de Montréal. Monseigneur Bourget lui avait payé des études dans l'espoir d'en faire un prêtre. Finalement, il n'avait pas la vocation. Mais le véritable chef des Métis, c'était plutôt l'évêque de l'Ouest, du diocèse de Saint-Boniface, qui était Monseigneur Taché.
Alors donc le chef métis c'était Riel, mais en réalité son mentor, son maître à penser était Monseigneur Taché. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que lorsque McDougall, le lieutenant-gouverneur envoyé par Ottawa, arrive, Riel refuse de reconnaître son autorité. Ses titres étaient pas clairs. On savait pas trop si vraiment il venait au nom de MacDonald ou non. La situation commence à chauffer. Monseigneur Taché était à ce moment-là à Rome parce que c'était en même temps que le Concile Vatican I. Alors le gouvernement canadien demande à Monseigneur Taché de revenir rapidement, de quitter le concile et de revenir pour pouvoir rétablir l'ordre sur la rivière Rouge. Sauf qu'entre-temps, le gouvernement de Métis avait fait emprisonner un certain nombre d'arpenteurs à Fort Garry et un certain Scott avait soulevé une mutinerie, en fait pas une mutinerie plutôt, une rébellion parmi les prisonniers. Alors, Scott avait été jugé et il avait été exécuté. On l'avait fusillé, je crois. Alors, c'était peut-être dur comme jugement, mais de toute façon, à cette époque-là, les Anglais ne lésinaient pas avec des prisonniers qui se révoltaient. Hein. C'était pas comme aujourd'hui, on n'achetait pas la paix en leur donnant de la drogue. Alors non, on les pendait s'ils faisaient du trouble en prison. Alors donc, le gouvernement provisoire métis a agi exactement comme n'importe quel gouvernement à cette époque-là aurait agi. Et ce gouvernement provisoire était légitime puisque le gouvernement fédéral va négocier avec lui. C'est avec ce gouvernement-là que Ottawa va négocier la constitution de la province du Manitoba. Donc, légalement, l'exécution de Scott était, sinon justifiée, elle était à tout le moins légale. Mais ça va soulever une colère dans les milieux orangiste ontariens. Et là, on va vraiment vouloir avoir la peau de Louis Riel. Finalement, le gouvernement fédéral négocie avec le gouvernement métis. Monseigneur Taché revient, il réussit à rétablir les choses. Et il promet une amnistie pour tous ceux qui avaient fait du trouble. Et effectivement, l'amnistie va être accordée, sauf pour 2 personnes, pour Louis Riel et aussi pour Lépine, qui était son bras droit. Donc, les 2 vont devoir fuir aux États-Unis pour échapper à l'accusation de haute trahison qu'on voulait porter contre eux. Riel va se faire élire député du comté de Provencher à Ottawa. Ça va être le premier député de la Rivière-Rouge, c'était Louis Riel, mais il ne pourra pas siéger parce que il avait contre lui des accusations criminelles de haute trahison. Donc, il va fuir aux États-Unis. Maintenant, le Manitoba est créé. Et dans la loi du Manitoba de 1870, il y a 2 articles, l'article 22 et l'article 23, qui sont copiés exactement sur les articles 93 et 133 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, ça veut dire que l'article 22 accordait aux minorités religieuses le droit à des écoles confessionnelles. Et quant à l'article 23, il accordait à la province du Manitoba un statut d'État bilingue. Donc, toutes les lois, tous les actes du gouvernement devaient être bilingues en vertu de cet article-là. Les francophones, en 1870, constituent 50% de la population du Manitoba. 20 ans plus tard, ils vont être rendus à moins de 20%. C'est qu'on va noyer les francophones du Manitoba sous une immigration anglophone qui venait de l'Ontario. En 1885, là, c'est plus sur la rivière Rouge, mais c'est sur la rivière Saskatchewan qu'il y a des troubles. Alors, donc là, c'est dans la province voisine, la Saskatchewan, qui n'existait pas encore. La Saskatchewan va être créée en 1905. Mais il y avait là aussi des métis qui étaient plutôt anglophones que francophones, là, remarquons, c'était à ce moment-là. Et les fameux arpenteurs ontariens, orangistes et racistes arrivent avec la même attitude qu'ils avaient eue 15 ans plus tôt sur la rivière Rouge. Alors à ce moment-là, les métis décident de se soulever et font appel à Louis Riel. Il revient des États-Unis et il prend la tête d'un soulèvement. Ce soulèvement a été également appuyé par quelques Indiens. Il y avait des tribus indiennes qui se sont joints aux métis parce que les Indiens ou les autres aussi avaient des récriminations contre le gouvernement canadien.
On ne peut pas dire que la rébellion de 1885 soit justifiée. Elle n'était pas justifiée parce que, premièrement, ce n'était pas le fait d'un gouvernement légitime, contrairement à ce qui s'était passé en 69-70. L'exécution de Scott avait été faite par un gouvernement légitime. Puis deuxièmement, c'est qu'à ce moment-là, Louis Riel était devenu fou. Alors, Louis Riel avait déjà eu des problèmes de maladie mentale avant, très jeune. Il avait été interné à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Montréal. Il avait été interné aussi dans des hôpitaux psychiatriques aux États-Unis. Alors, lorsqu'il revient, il décide de fonder une république métisse et de fonder une nouvelle église. Il dit que le pape est l'antéchrist, que Rome est la nouvelle Babylone, et qu'il faut créer une espèce de religion universelle qui va accueillir les réfugiés et les opprimés de toute la planète. C'était complètement farfelu, et ça a été condamné à ce moment-là par Monseigneur Taché, évidemment. Mais la rébellion a quand même eu lieu. Elle va être écrasée assez rapidement par les troupes canadiennes commandées par le général Middleton. Soit dit en passant, par exemple, les métis savaient se battre. Les troupes canadiennes vont arriver par chemin de fer. Là. Le chemin de fer était fini. Et puis, ils étaient beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus équipées que les métis. C'était peut-être une affaire de... Il y a peut-être 500 métis d'un côté, puis 3 ou 4 000 soldats canadiens de l'autre. Et pourtant, les métis vont leur tenir tête assez vigoureusement. Leur chef militaire, c'était Gabriel Dumont. Et Gabriel Dumont était un excellent tireur. C'était quelqu'un qui pouvait, à cheval, il était à cheval, et pendant que son cheval courait, il pouvait atteindre avec un fusil une cible, une pièce de monnaie qui était plantée sur un poteau. Alors, ça vous montre un peu l'habileté. D'ailleurs, le fameux Gabriel Dumont, après la rébellion, va fuir aux États-Unis, et il va travailler dans le cirque de Buffalo Bill, comme tireur d'élite. Là, il va faire toutes sortes de... Alors ensuite, il va aller faire des spectacles devant la reine Victoria en Angleterre. Pas pire quand même pour quelqu'un qui était coupable de haute trahison envers Sa Majesté. Enfin, de toute façon, là, le cirque de Buffalo Bill ne semblait pas menacer la perfide Albion. Quoi qu'il en soit, Riel est fait prisonnier. On lui fait un procès à Regina. Son avocat, il y avait 3 avocats qui venaient du Québec et qui étaient des hommes politiques bien connus au Québec, tant conservateurs que libéraux. Alors, ils ont plaidé la défense d'aliénation mentale. Effectivement, Riel aurait dû, en toute justice, être acquitté pour aliénation mentale. Mais l'Ontario voulait absolument sa tête, pas tellement pour la rébellion de 85 que toujours pour l'exécution de Scott en 70. MacDonald était divisé entre l'opinion, était déchiré. Il y avait l'opinion publique du Québec qui voulait que il soit gracié. Au Québec, on reconnaissait qu'il avait fait une rébellion, que la rébellion était mauvaise, mais on voulait quand même que Riel soit gracié ou amnistié par MacDonald. Ou du moins, même s'il était condamné à mort, qu'on n'applique pas la sentence. Parce qu'on savait très bien que, dans le fond, cette pendaison-là était réclamée pour d'autres raisons, pour l'exécution de Scott, comme je vous l'ai expliqué. Alors donc, ayant à choisir entre le Québec et l'Ontario, MacDonald a choisi, évidemment, l'Ontario. Et à ce moment-là, le lieutenant québécois qui était Chapelot va défendre l'exécution de Riel. Ce qui ne le rendra pas très populaire au Québec, loin de là. Hector Langevin lui-même, à ce moment-là, s'est tué, il n'est pas intervenu dans le débat. On a vu donc que les fameux lieutenants, les fameux hommes forts que le Québec avait à Ottawa, lorsque ça brassait un peu trop du côté de l'Ontario, ben, ils aimaient mieux se taire. Déjà, c'est le début de la politique, comme disait Lionel Groulx, la politique de sauvons le parti. L'important, c'était de sauver le Parti conservateur beaucoup plus que de sauver les intérêts des Canadiens français. Ça va avoir des conséquences électorales. En 1886, l'électorat québécois se venge du Parti conservateur, qui avait permis la pendaison de Riel, en élisant Honoré Mercier, qui venait de former le Parti national. Le Parti national, c'était une fusion entre le Parti libéral et des conservateurs dissidents, des conservateurs pro-Riel, qui avaient quitté leur parti
pour se joindre aux libéraux. Mais la mémoire de l'électorat est toujours assez courte. En 1887, il y a des élections fédérales et là, les Québécois réélisent largement le Parti conservateur. Donc finalement, ils se sont vengés sur le gouvernement provincial qui avait absolument rien à voir avec la question de Riel. Et quand arrivent les élections fédérales, les gens ont oublié ça et réélisent les conservateurs. Par contre, la question manitobaine continue. Le Manitoba restait un État bilingue et un État avec système scolaire confessionnel. Sauf que là, on fait venir une immigration anglaise massive, ou sinon anglaise, du moins anglicisable. On assiste à une immigration qui vient d'Europe de l'Est, notamment des Ukrainiens. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vont peupler le Manitoba. Mais on essaie surtout d'éviter une immigration canadienne-française. Pourtant, il y en avait beaucoup d'immigrants canadiens-français. À ce moment-là, il y a une véritable saignée vers les États-Unis. Il y a un véritable exode de Canadiens-français vers les États-Unis. Ça aurait été très bien de pouvoir dévier toute cette immigration-là vers l'Ouest, mais le gouvernement fédéral voulait l'éviter. Et il le faisait financièrement. En fait, ça coûtait plus cher d'aller de Montréal à Winnipeg que d'aller de Londres à Winnipeg. Parce qu'un immigrant anglais qui partait de Londres et qui voulait s'installer au Manitoba avait son voyage subventionné par le gouvernement fédéral. Alors qu'un Québécois qui aurait voulu aller s'installer au Manitoba devait le faire à ses propres frais. Et quand on pense au coût d'un voyage à ce moment-là, finalement, c'était mieux, c'était plus facile, moins coûteux d'aller dans les États de Nouvelle-Angleterre que d'aller s'installer au Manitoba. De telle sorte que les francophones, en 1890, ne constituent que 20% de la population du Manitoba. Et à ce moment-là, le gouvernement provincial décide d'adopter une loi sur l'unilinguisme. Malgré l'article 23 de la loi du Manitoba, on déclare que maintenant, toutes les lois, tous les tribunaux, tous les actes officiels du gouvernement vont être seulement unilingues anglais. C'était une loi inconstitutionnelle. La loi va d'ailleurs être déclarée inconstitutionnelle en 1978 par la Cour suprême du Canada. Ils ont attendu un peu, vous dites, là, mais il faut dire qu'à cette époque-là, les francophones au Manitoba représentaient 4% de la population. Là, on pouvait leur donner des droits. Et il faut tenir compte aussi du fait que, lors de la décision de la Cour suprême de 1978, on invalidait 2 lois, on déclarait inconstitutionnelles 2 lois, une partie de la loi 101 au Québec qui attaquait les droits des anglophones, et la fameuse loi de 1890 qui attaquait les droits des francophones du Manitoba. Question d'établir l'équilibre et de montrer que la Cour suprême défendait les minorités où qu'elles se trouvent. Sauf que pour le Québec, c'était des minorités vivantes, alors que pour le Manitoba, c'était des minorités à titre posthume. Alors, c'était d'un cynisme consommé. Mais d'ailleurs, la plupart sinon toutes, les décisions judiciaires qui vont être rendues par soit le Conseil privé de Londres ou soit la Cour suprême du Canada relativement aux droits des minorités catholiques dans les autres provinces vont toujours être imprégnées d'un cynisme répugnant. En 1890, après avoir établi l'unilinguisme de l'État du Manitoba, en 1890, on adopte une loi sur les écoles neutres. On établit un système non confessionnel. La Cour suprême du Canada, qui avait été créée en 1875, déclare la loi inconstitutionnelle. Donc, on fait appel au Conseil privé. Le Conseil privé dit que la loi est constitutionnelle, mais que le gouvernement fédéral pouvait quand même intervenir. Alors, c'était le même genre de loi que celle du Nouveau-Brunswick, là. On n'attaquait pas comme tel les écoles catholiques, mais on créait un système scolaire neutre en demandant à tout le monde, y compris aux catholiques, de payer des taxes pour ce système-là. Alors donc, le Conseil privé tranche la poire en deux. Il dit aux anglo-protestants, ben oui, votre loi est constitutionnelle, mais par contre, il laisse à la minorité française la possibilité d'en appeler au gouvernement fédéral. Alors là, les conservateurs sont toujours au pouvoir, mais MacDonald est mort.
On est rendu en 1895-96, et c'est Thompson qui est le premier ministre. Il présente une loi rémédiatrice qui était assez favorable, en tout cas qui avait eu l'appui de Monseigneur Taché. Il semble que la minorité catholique du Manitoba était assez satisfait avec cette loi-là. Mais la loi ne passera pas parce qu'il va y avoir une opposition systématique de la part du Parti libéral, alors dirigé par Wilfrid Laurier. Wilfrid Laurier, le grand Sir Wilfrid, le premier Canadien français à être premier ministre du Canada, était à ce moment-là chef de l'opposition. Il va empêcher la loi de passer en disant, nous, les libéraux, quand on va être au pouvoir, on va faire encore mieux que ça. Bon, il faut dire que les conservateurs, ça devait faire leur affaire aussi que la loi ne passe pas. Mais là, il y avait des élections qui s'en venaient en 1896 et Laurier va se présenter comme le défenseur des minorités. Sauf que les évêques ne le croiront pas et il va y avoir un document de tous les évêques du Québec qui, sans dire le mot, recommandait en fait de voter pour le Parti conservateur. On faisait plus confiance au Parti conservateur pour rétablir les droits des francophones qu'aux libéraux et même à Laurier. Il ne faut pas oublier que, c'est un point important, le gouvernement qui avait aboli les droits qui avait adopté cette loi sur la neutralité scolaire était un gouvernement libéral. Et c'était Sifton qui était le chef de l'Ouest pour le Parti libéral, donc un des principaux lieutenants de Laurier, alors qu'il était très, très mal vu des franco-catholiques du Manitoba. Alors donc, on avait bien des bonnes raisons de se méfier de Laurier sur cette question-là. D'ailleurs, effectivement, quand Laurier va être au pouvoir, on le verra plus tard, il n'a absolument pas rétabli les droits des franco-catholiques. En 1897, il y a un accord entre le gouvernement Laurier et le gouvernement Greenway du Manitoba, et finalement, on maintient le statu quo. En 1897, il y a une encyclique pontificale qui est publiée sur la question des écoles du Manitoba. C'est pas une petite chose que le pape lui-même se soit mêlé de cette querelle-là. Ça vous montre que le conflit entre le gouvernement canadien, maintenant libéral, et les évêques était très sérieux. Et qu'est-ce que Léon XIII dit? Il dit finalement aux Canadiens français d'accepter la loi telle qu'elle est et de s'écraser. C'est à chaque fois que Rome est intervenu dans les querelles canadiennes, ça a toujours été pour écraser les Canadiens français. Et surtout pour écraser les évêques ultramontains d'ici, qui, eux autres, se battaient pour défendre l'identité nationale. En fait, l'influence des évêques anglophones, d'origine irlandaise et habituellement catholiques libéraux, était plus importante à Rome que celle de nos évêques ultramontains. Mais je vais vous reparler de ça un petit peu plus tard. On a vu que le Québec avait réagi à la pendaison de Riel en élisant le gouvernement du Parti national d'Honoré Mercier en 1896. Alors, qui était Honoré Mercier? Honoré Mercier, c'est un personnage assez spécial parce que c'est une espèce de libéral ultramontain. Il était quelqu'un du Parti libéral, mais il se présentait comme étant un très bon catholique. Et il avait d'ailleurs été formé par les Jésuites. Il était très, très près des Jésuites. Il va rendre un grand service aux Jésuites, comme je vous parlerai tantôt. Alors donc, il était perçu, surtout au Canada anglais, comme étant un chef d'État catholique. Bon, la réalité mériterait peut-être d'être nuancée. Mais n'empêche que, pour cette époque-là, effectivement, Mercier va réaliser certaines choses assez favorables à l'Église. De toute façon, le Parti libéral avait évolué depuis un certain nombre d'années. La vieille garde rouge et anticléricale des années 1850-1860, qui tournait autour de l'Institut canadien et tout ça, toute cette vieille garde qui préconisait l'annexion aux États-Unis, qui s'était opposée à la Confédération, ces gens-là vieillissaient et une nouvelle génération de libéraux commençait à monter. Les deux figures dominantes, c'était Honoré Mercier et Wilfrid Laurier. Et cette nouvelle génération voulait entre autres, non seulement écarter la vieille garde rouge, mais surtout se débarrasser de
la réputation d'anticléricalisme qui restait accrochée au nom du Parti libéral. Déjà en 1872, le Parti libéral avait changé de nom, avait décidé de s'appeler Parti national pour se démarquer un peu de ce libéralisme qui était si honni des catholiques, surtout après la publication du syllabus par le pape Pie IX. Mais ça avait duré à peine quelques années. Le Parti libéral était revenu à son nom de Parti libéral. Sauf que lorsqu'il y a la pendaison de Riel et que la pendaison de Riel provoque un éclatement au sein du Parti conservateur, Mercier reprend la vieille idée de rebaptiser son parti Parti national. Après l'exécution de Louis Riel, le Parti conservateur se scinde en deux. Alors, il y a ceux qui restent fidèles à MacDonald, donc qui se trouvent à approuver la pendaison, et tous les autres dissidents. Les dissidents conservateurs se divisaient en deux groupes. Il y avait les ultramontains, comme tels, et ce qu'on appelait les conservateurs nationaux, ceux qui étaient conservateurs, mais un petit peu moins catholiques que les autres. Alors donc, Mercier, lui, décide de changer le nom de son parti, de l'appeler Parti national, parce que des conservateurs auraient difficilement pu se joindre à un parti libéral, mais si on parlait de Parti national, ça donnait l'idée que c'était une grande coalition venant au salut de la patrie. Et ils vont gagner les élections en 1886, et au tout début de janvier 87, Mercier est appelé par le lieutenant-gouverneur à former le gouvernement. On peut dire du gouvernement Mercier que ça a été le premier gouvernement nationaliste de la province de Québec. Pour la première fois, le gouvernement du Québec n'agissait plus comme une succursale du gouvernement fédéral, mais commençait à agir un peu à la manière d'un gouvernement national. Et Mercier va faire plusieurs choses. Premièrement, il va régler la question des biens des Jésuites. Voici de quoi il s'agissait. C'est que lorsque les Anglais avaient conquis le Canada en 1760, les Jésuites possédaient beaucoup de terres dans la Nouvelle-France. Et les Anglais ne pouvaient pas tolérer la présence de Jésuites dans une colonie britannique. Bon, on pouvait toujours, à la limite, tolérer l'Église catholique, mais les Jésuites avaient fait trop de mal aux protestants pendant des siècles pour qu'on puisse accepter qu'ils aient droit de cité. On va dissoudre la compagnie. Les Jésuites qui vont être ici vont être incardinés dans le diocèse de Québec, vont tout simplement devenir des prêtres séculiers. Et en 1800, le dernier jésuite, encore vivant, va mourir. À ce moment-là, les biens des Jésuites allaient à qui? Il n'y avait plus de succession. Alors, le gouvernement colonial britannique va s'emparer de ces biens-là. Sans évidemment dédommager les Jésuites, parce que de toute façon, les Jésuites n'existaient plus en 1800. La compagnie avait été supprimée en 1773. Elle va être restaurée seulement en 1814. Alors donc, les biens auraient normalement dû revenir à l'archevêché de Québec, mais ce ne sera pas le cas. Le gouvernement va s'en emparer. Par la suite, les terres vont être vendues, vont devenir des fermes, tout ça. Le terrain où se trouve actuellement l'Assemblée nationale du Québec faisait partie des biens des Jésuites, soit dit en passant. C'était le terrain où se trouvait le collège des Jésuites au temps de la Nouvelle-France. Alors, toujours est-il que les Jésuites reviennent au Canada en 1849. C'est Monseigneur Bourget qui les rappelle. Et Et donc, les Jésuites réclament un dédommagement pour les pertes qu'ils ont subies. En 1867, toutes les terres de la couronne relèvent du gouvernement provincial, en vertu du partage des compétences. Donc, la question relève maintenant du gouvernement du Québec. Comme le gouvernement du Québec était formé largement de catholiques, ça aurait dû se régler de manière assez simple, parce que tout le monde reconnaissait que les Jésuites avaient été victimes d'injustice. Sauf que, du point de vue de l'opinion anglo-protestante, dédommager les Jésuites, c'était trahir Sa Majesté britannique. Alors, il n'y a aucun gouvernement du Québec qui va vraiment oser adopter une loi de dédommagement. On promettait toujours de le faire. On trouvait toutes sortes de moyens pour reporter la chose à plus tard. Mais Mercier, lui, va avoir le courage de le faire.
et le dédommagement va être de 400 000 $. Bon, c'était pas tout à fait symbolique, là, 400 000 $ à ce moment-là, mais c'était certainement beaucoup moins que ce que les Jésuites avaient vraiment perdu. Mais en donnant 400 000 $, pour calmer les choses, il va donner aussi 50 000 $ à l'Université McGill, un autre montant aux écoles protestantes du Québec pour calmer. Puis il y avait aussi le problème, il y avait un conflit entre les Jésuites et l'archevêque de Québec sur le dédommagement. Parce que l'archevêque de Québec lui disait, puisque la compagnie de Jésus avait été supprimée, donc les biens revenaient normalement à l'archevêché de Québec, donc c'est l'archevêché de Québec qui doit être dédommagé. Parce que lui, il prétendait que la compagnie de Jésus, qui était revenue au Canada en 1849, c'était pas la même société que celle qui était là au temps de la Nouvelle-France. En fait, les Jésuites et l'archevêque de Québec se battaient tout simplement pour avoir le magot. C'était pas plus compliqué que ça. Mais là, c'était difficile pour le premier ministre du Québec de trancher entre les Jésuites et l'archevêque de Québec. Alors, ce qu'il va dire, il va confier ça au pape. Ils vont dire, bon, nous, on vote 400 000 $ de dédommagement, mais c'est au pape de décider qu'est-ce qui va aux Jésuites, puis qu'est-ce qui va à l'archevêché de Québec. Alors, donc, finalement, à ce moment-là, Rome a décidé de répartir ça à peu près également. Ça réglait le problème. Mais ça soulevait une colère au Canada anglais. Parce qu'imaginez, le pape qui décide comment on attribue les fonds d'une province qui est dans l'Empire britannique. C'est un souverain étranger qui vient de se mêler des affaires internes de l'Empire. C'était inacceptable. On n'a pas idée comment Mercier va se faire détester au Canada anglais à cause de ça. Il va même y avoir la mise sur pied d'une association qu'on appelait l'Equal Rights Association, l'association des droits égaux. Alors, vous savez qu'il faut comprendre le langage politique des Anglais. Quand on réclame des droits égaux, ça veut dire droits égaux pour tous les protestants, aucun droit pour les catholiques. Alors, en fait, l'Equal Rights Association, c'était tout simplement une association de fanatiques protestants qui trouvaient absolument inconcevable que le pape vienne se mêler des affaires canadiennes. Mais n'empêche que il faut reconnaître à Mercier le mérite d'avoir réglé définitivement cette question-là. Mercier a également donné une impulsion considérable à la colonisation, notamment en choisissant comme sous-ministre de la colonisation le fameux curé Labelle, que vous connaissez certainement, celui qui a entre autres développé toute la région du Nord, la région de Saint-Jérôme et tout ça. Qui va jouer. Le curé Labelle ne sera pas un homme politique comme tel. Là. Il n'était pas ministre, il n'était pas député. Il était tout simplement sous-ministre, donc le haut fonctionnaire. Et c'était Mercier lui-même qui s'était gardé le titre de ministre de la colonisation. Mercier va également développer le chemin de fer du lac Saint-Jean, va créer les écoles du soir pour répandre l'alphabétisation au Québec. Il va accorder une terre de 100 acres aux familles de 12 enfants et plus. Alors, il y a certaines familles de Lauson qui pourraient aujourd'hui peut-être en bénéficier, mais cette mesure-là n'existe plus malheureusement. Il va également établir des relations officielles avec le gouvernement français. Ça, c'était quelque chose d'important. Le gouvernement du Québec, qui passait par-dessus la tête du gouvernement fédéral, pour établir des liens avec le gouvernement français. Déjà, on voit que le gouvernement du Québec commence à se considérer comme un gouvernement souverain, un gouvernement national. D'ailleurs, il va essayer d'obtenir des investissements français pour le Québec. Donc, c'était toujours des investissements britanniques qu'on avait, donc qui généralement favorisaient les intérêts des Anglo-Québécois. Alors, donc, il va essayer de compenser ça en invitant les Français à investir au Québec. Ça réussira pas plus dans ce temps-là que ça va réussir aujourd'hui. Il y a bien des premiers ministres qui ont tenté ça, d'établir des relations économiques entre le Québec et la France, mais c'est artificiel, ça fonctionne pas vraiment bien. Il va embarquer dans le mouvement de défense de l'autonomie provinciale avec Mowat en Ontario. Et il va même, Mercier va même convoquer une conférence interprovinciale, une conférence des premiers ministres des provinces sans inviter le premier ministre du Canada. Cette conférence va avoir lieu à Toronto en 1887 et on va discuter de réformer la Constitution canadienne.
Alors, vous voyez que nos projets de réforme constitutionnelle, ça date pas d'hier. Mais ce qu'il y avait surtout d'important, c'était que ça établissait le principe que le Canada, que la Confédération canadienne, était en fait l'enfant des provinces. Que le gouvernement fédéral n'existait que par la volonté des provinces et que si les provinces se réunissaient pour changer le partage des compétences, elles pouvaient le faire. En fait, c'était le principe que Mercier voulait faire triompher, mais en fait, qui triomphera jamais, là, même pas aujourd'hui. Pour changer la Constitution canadienne, ça prend l'accord du gouvernement fédéral quand même. Et aussi, il va faire le coup de force de nommer un Canadien français au poste de trésorier provincial. Donc, il va rompre avec la tradition de confier les finances à un Anglais. Il a été le seul qui l'a fait avant Maurice Duplessis en 1944. Duplessis va nommer à ce moment-là, je crois que c'était Gagnon, qui a été le premier Canadien français depuis Mercier à avoir été ministre des Finances. Alors donc, nous voyons que sous le Honoré Mercier, le gouvernement du Québec commence à se considérer comme un État national canadien-français. Le Québec n'est plus une grosse municipalité, ça devient la tête dirigeante d'une nationalité. Au Canada anglais, on dénonce le séparatisme de Mercier. Bon, attention, il n'était pas séparatiste, là. Il n'a jamais parlé de retirer le Québec de la Confédération canadienne, mais son autonomisme commençait à faire peur. Mercier remporte haut la main les élections de 1890, mais malheureusement, en 1892, son gouvernement est éclaboussé par un scandale de chemin de fer. Un peu comme McDonald avec le scandale du Pacifique. Là, on appelait ça le scandale de la baie des Chaleurs, parce qu'il s'agissait du chemin de fer de Gaspésie. Alors, donc, le problème avec Mercier, c'est que c'était un personnage qui avait certaines bonnes idées, qui avait de bons principes, mais qui était très imbu de lui-même, très orgueilleux, très vaniteux. Alors, il aimait beaucoup les médailles, entre autres. Il avait reçu la Légion d'honneur, il avait reçu l'ordre de Saint-Grégoire, et même qu'il avait reçu le titre de comte romain. Le peuple lui avait donné le titre de comte romain. Il y avait un uniforme spécial pour ça. Alors, il aimait beaucoup se promener avec son uniforme de comte romain, ce qui, bon, peut-être qu'être comte romain à Rome, ça paraissait bien, mais ici au Canada, ça faisait rire plus qu'autre chose. C'est un peu comme ceux qui un peu plus tard, qui vont s'habiller en zouave pontificale. Là, ça faisait pas très sérieux. Mais ça vous montre un peu la mentalité mégalomane de Mercier. Et Mercier, lui, toutes les questions, les basses questions de patronage, de caisse électorale, il se mêlait pas de ça. Il laissait ses adjoints s'occuper de ça. Ben, il surveillait pas ses adjoints. Et effectivement, ses adjoints en ont profité pour se remplir les poches, ce qui a éventuellement amené à la chute de son gouvernement. Le lieutenant-gouverneur, Angers, le démet de ses fonctions, même si il avait encore la majorité en chambre. Alors, ça vous montre que le lieutenant-gouverneur était encore un personnage politique réel à ce moment-là, en 1892. Sauf que la majorité que Mercier avait était plus ou moins forte parce que les conservateurs qui s'étaient joints à lui commençaient maintenant à le laisser tomber. Il va y avoir un gouvernement conservateur qui va être là quelques mois. On va déclencher de nouvelles élections et finalement, les conservateurs vont reprendre le pouvoir de manière majoritaire. Mercier aura été une étoile filante dans notre histoire politique. Donc, ça n'aura pas donné de résultats. Il faut dire qu'il est mort assez jeune, Mercier. Il perd le pouvoir en 92 et il meurt dès l'année suivante. Lorsqu'il était revenu dans l'opposition, il commençait à préconiser l'indépendance du Canada par rapport à l'Angleterre, ce qui était très audacieux pour l'époque. Et certains disent que, au fond de lui-même, il préconisait l'indépendance du Québec. On a fait le tour des différentes questions politiques qui ont agité le Canada de 1867 à 1896. On peut pas dire que sur le plan politique, c'est une période très intéressante. C'est certainement pas aussi intéressant que les années 1830 avec Papineau, ou encore la lutte de La Fontaine pour la responsabilité ministérielle, ou même la formation de la Confédération canadienne sous Georges-Étienne Cartier. C'est grosso modo une période assez
calme, assez normal sur le plan politique. Par contre, dans ces années-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont brassées sur le plan religieux. Et on peut dire même que, surtout dans les années 1870, les querelles au sein de l'Église catholique passionnaient davantage l'opinion publique que les querelles entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Nous parlons du conflit entre l'ultramontanisme et le libéralisme. Dans les années 1870, l'Église au Québec est très forte et très bien structurée. Là, ce n'est plus l'Église qui émane sa liberté auprès du gouverneur anglais, comme on l'avait vu au début du siècle. Ce n'est plus l'Église qui manque de vocation, comme c'était le cas encore dans les années 40 et 50. Il y a un afflux considérable de vocations. On développe des collèges un peu partout. Des nouvelles communautés apparaissent. L'Église est très, très prospère dans ces années-là. Et la pratique est à peu près universelle, là. Même chez les élites, s'il y avait une espèce de tendance à la libre pensée dans les années 1830 parmi les élites au Québec, en 1870, tout le monde allait à la messe, surtout quelqu'un qui voulait se faire élire comme député. Peu importe ce qu'il pouvait penser par ailleurs dans le secret de sa conscience, mais l'Église était une force considérable. Donc, cette force-là a inévitablement amené des conflits avec l'État. Il y avait 4 écoles doctrinales qui se débattaient relativement à la question des rapports entre l'Église et l'État. La première école, c'est le libéralisme. Alors, je vous rappelle ce qu'est le libéralisme. Le libéralisme, c'est d'abord le primat de la liberté individuelle. La liberté individuelle, la liberté de conscience est la valeur absolue pour un libéral. Ça débouche sur une conception naturaliste de la société, sur la défense de la démocratie au plan politique et du capitalisme au plan économique. Finalement, un libéral va finir par préconiser la séparation de l'Église et de l'État. La devise libérale pourrait se résumer le curé à la sacristie, en dehors de l'Église comme telle. Les hommes d'Église n'ont pas à se mêler des questions sociales ou politiques. Contre les libéraux, il y a l'ultramontanisme. L'ultramontanisme, c'est la bonne doctrine catholique. Et l'ultramontanisme, c'est l'école qui lutte énergiquement contre les principes de 1789, les principes de la Révolution française. Les ultramontains affirment le primat de l'Église sur l'État. Non pas la théocratie, c'est-à-dire que c'est pas à l'Église à diriger la politique, mais dans les matières mixtes, c'est-à-dire les matières qui relèvent à la fois de l'Église et de l'État, les hommes d'État doivent se soumettre aux directives des hommes d'Église. Donc, l'Église est une autorité morale supérieure à l'État. C'est l'esprit du syllabus de Pie IX, la condamnation du libéralisme de 80 propositions libérales. Il y a une autre école qu'on appelle le gallicanisme. Le gallicanisme, c'est une école de pensée qui dit que la société doit être catholique, que le catholicisme doit être la religion d'État dans un pays. Mais par contre, c'est l'État qui doit avoir le primat sur l'Église. Alors, le gallicanisme, c'est finalement la tendance des rois à vouloir devenir chef de l'Église dans leur pays. Et finalement, il y a l'école du catholicisme libéral, qui a été l'école qui a monté toujours progressivement pendant tout le 19e siècle pour finalement triompher à la fin du 19e sous le pontificat de Léon XIII. Alors l'école libérale, l'école catholique libérale, tend à réconcilier l'Église et la Révolution. Son maître à penser a d'abord été Félicité de Lamennais, qui lui poussait le catholicisme libéral jusqu'à ses extrêmes en affirmant que l'Évangile, c'est finalement la démocratie. La démocratie, c'est l'Évangile, donc la Révolution de 1789, puis l'Évangile, c'est la même chose. Ça a été condamné par le pape Grégoire XVII en 1832, et après ça, tous les catholiques se sont pas mal détachés de Lamennais. Mais là, il y a eu la deuxième génération des catholiques libéraux qui étaient un peu plus modérés,
un peu plus habile et aussi un peu plus pervers, l'école des Montalembert et Dupanloup. Alors, Montalembert, c'était le grand chef de file laïque du catholicisme libéral en France, alors que Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans, était le chef de file ecclésiastique. La devise de Montalembert, c'est « l'Église libre dans l'État libre ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'Église et l'État doivent travailler ensemble, comme disent les ultramontains, avec une primauté de l'Église sur l'État? Est-ce que ça veut dire que l'Église et l'État doivent être séparés, comme enseignent les libéraux? L'Église libre dans l'État libre, c'est quelque chose de pas clair. Alors d'ailleurs, toute la doctrine catholique libérale, c'est du flou, parce que c'est une politique de compromis. Quant à Monseigneur Dupanloup, lui, sa doctrine, c'était de faire la distinction entre ce qu'il appelait la thèse et l'hypothèse. Alors, la thèse, c'était l'idéal, si on veut, c'est-à-dire une société chrétienne, comme au Moyen-Âge. Ça, c'est la thèse, c'est l'idéal, c'est ce que l'Église enseigne. Il faut continuer à enseigner ça. Mais dans les faits, il faut se contenter de l'état actuel des choses, d'une société qui est de plus en plus déchristianisée. Ça, c'est l'hypothèse. Donc, en vertu de cette distinction-là, il finissait par dire, on rejette la révolution de 1789 en principe, mais dans les faits, on doit la supporter, on doit vivre avec et on doit même se concilier avec. Monseigneur Dupanloup recherchait surtout la pacification religieuse, éviter les conflits entre l'Église et l'État. Mais habituellement, quand l'Église cherche à éviter les conflits avec l'État, c'est qu'elle cède à l'État. Ici, au Canada français, c'est Monseigneur Bourget, évêque de Montréal, qui a été, et de très loin, la figure dominante de l'ultramontanisme. Son prédécesseur, Monseigneur Lartigue, que l'on peut qualifier de père de l'ultramontanisme au Canada français, avait réussi à libérer l'Église de l'emprise du gouverneur britannique. On peut dire qu'en 1840, l'Église est reconnue par l'État, est acceptée. Il n'y a plus ces persécutions qu'on avait eues depuis la conquête. Là, en 1840, le statut de l'Église est assez bon par rapport à l'État au Québec. Alors arrive Monseigneur Bourget qui dit, on va en profiter maintenant, on va faire du Québec une société chrétienne parfaite, une société chrétienne telle qu'elle l'était au Moyen-Âge. Politiquement, Monseigneur Bourget avait appuyé Louis-Hippolyte Lafontaine dans les années 40 pour la lutte pour la responsabilité ministérielle. Donc, à partir de ce moment-là, une certaine alliance entre le Parti conservateur et l'Église s'était établie au Québec. Et cette alliance-là va être renforcée par l'apparition d'un nouveau parti politique qu'on va appeler le Parti rouge. Lorsque Louis-Hippolyte Lafontaine revient au Canada en 1847, il relance son activité politique avec un discours encore plus révolutionnaire, encore plus radical que lorsqu'il avait quitté le pays en 1837. En 1848, le journal L'Avenir, qui était le journal du Parti rouge, annonce son programme. L'Avenir approuve les révolutions qui ont eu lieu en Europe en 1848, et même la révolution qui avait renversé le pape à Rome. Parce qu'en 1848, il y avait eu une révolution à Rome même, et il y avait une république qui avait été proclamée à Rome. Le pape avait dû fuir. Bon, ça n'a pas duré tellement longtemps. Les révolutionnaires ont été réprimés par la suite. Mais c'est pour vous dire que toute l'Europe avait été balayée par un courant révolutionnaire qui s'enlignait de plus en plus vers le socialisme. Alors l'Avenir approuve ça, elle approuve aussi le principe de la République, surtout la République américaine, mais également la République française. Elle préconise l'annexion du Canada aux États-Unis, elle préconise la démocratie, la laïcisation de l'État. Elle préconise un système scolaire neutre, l'abolition de la dîme. Elle critique fermement l'enseignement des collèges classiques. Elle préconise l'unité italienne, qui était à ce moment-là un des drapeaux de l'anticléricalisme. Et finalement, elle est animée par une espèce d'américanolâtrie assez évidente. Pour eux, le salut du monde vient par les États-Unis.
En 1848, les Rouges réussissent à prendre le contrôle de l'Institut canadien, qui était une société littéraire. Il y avait une bibliothèque, il y avait des conférences publiques. C'était une espèce d'université, si on veut, informelle. Et les Rouges en font un foyer de propagande libérale et anticléricale. Le chef de file de ce groupe, à ce moment-là, c'est Louis-Antoine Dessaulles, qui était un neveu de Louis-Joseph Papineau, qui était lui-même un seigneur. Il avait un titre de seigneur, mais c'était un seigneur libéral et anticlérical. D'ailleurs, il n'y a jamais de plus grand révolutionnaire que ceux qui viennent des classes supérieures. Ça, vous remarquerez ça. Alors, c'était un anticlérical fanatique, un père de famille irresponsable. D'ailleurs, en 1875, il va fuir le pays pour échapper à ses créanciers. Il va se lancer dans toutes sortes d'opérations financières où il va se ruiner parce que c'était un inventeur. Enfin, il pensait qu'il était un inventeur et il était toujours à la recherche de l'invention miracle qui lui permettrait de devenir très riche et de pouvoir consacrer tout son temps à lutter contre les curés. Mais finalement, tous ses projets tombaient à l'eau. Et sa fille, Henriette Dessaulles, a été une écrivaine assez célèbre au début du siècle. Sous le pseudonyme de Fadette. Elle a écrit entre autres dans l'Action française de Groux, tout ça. Mais, à un moment donné, Fadette a écrit ses mémoires. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ses mémoires, elle ne dit pas un seul mot de son père, qui avait été pourtant de son temps un homme public très connu. Alors, ça vous montre le genre de père de famille qu'il devait être. Faut dire que Louis-Antoine Dessaulles était un grand rationaliste. Alors, il dénonçait la superstition de l'Église catholique, ce qui l'amenait évidemment à aller à New York et à tremper dans les milieux d'occultisme, de spiritisme. Il faisait tourner des tables et après, il venait nous prêcher le triomphe de la raison. Alors, finalement, il était mal vu même à l'intérieur du Parti libéral. Les libéraux sérieux voulaient s'en débarrasser. Ils vont finir par s'en débarrasser. Mais lui, sa grande idée, c'est que le Canada doit s'annexer aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le clergé américain est plus démocratique et plus libéral que le clergé canadien-français. Alors là-dessus, il avait déjà vu les tendances américanistes du clergé américain. Et il se disait que si le Canada s'annexait aux États-Unis, ça amènerait obligatoirement notre clergé à être plus démocratique. Alors donc, le mouvement de l'Institut canadien va être condamné par l'Église. Dès 1854, le concile provincial, c'est-à-dire un concile qui réunissait tous les évêques du Québec, rappelle les règles sur l'index. C'est-à-dire qu'un institut ne devait pas avoir dans sa bibliothèque des livres qui étaient à l'index. Or, à la bibliothèque de l'Institut canadien, c'était plein de livres à l'index. C'était même ceux qu'on mettait surtout en évidence. Pour combattre l'Institut canadien, les sulpiciens ouvrent un cabinet de lecture, une autre bibliothèque, mais catholique cette fois-là. En 1858, Monseigneur Bourget, l'évêque de Montréal, condamne les erreurs du temps. Condamnation générale du libéralisme, mais qui visait, tout le monde le savait à l'époque, spécifiquement les animateurs de l'Institut canadien. Alors à ce moment-là, les libéraux modérés commencent à quitter l'Institut canadien. Wilfrid Laurier en était membre. Il se démarque parce qu'il sent que là, la condamnation s'en vient. Antoine-Aimé Dorion, le chef du Parti libéral, lui aussi quitte l'Institut canadien. Et ces libéraux modérés fondent un autre institut qu'on a appelé l'Institut canadien-français. Il n'y a jamais eu d'études qui a été faite sur ça. On ne sait pas trop quelle était leur position, mais c'était surtout des hommes politiques qui voulaient gagner leurs élections, donc qui sentaient la soupe chaude. Mais n'empêche que les Dessaulles, les Doutre, les Rodolphe Laflamme et autres vont garder le contrôle de l'Institut canadien, vont refuser de soumettre leur bibliothèque aux règles de l'index et vont être formellement condamnés par Monseigneur Bourget en 1858. Alors, il y avait une sanction d'excommunication pour tous les membres de l'Institut canadien. En 1869, il y a l'affaire Guibord. Guibord était un membre de l'Institut canadien. C'était un imprimeur
imprégné des idées voltairiennes, comme il y en avait beaucoup à cette époque-là. Alors donc, il est mort excommunié parce qu'il avait refusé de quitter l'Institut canadien. Et à ce moment-là, on lui refuse la sépulture ecclésiastique. Parce que un excommunié ne peut pas être enterré en terre chrétienne. Alors, voyant ça, sa veuve en état d'excommunication. Alors là, les chefs de l'Institut canadien décident de porter la cause devant les tribunaux pour forcer la fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal à l'enterrer dans le cimetière Côte-des-Neiges. Alors, l'affaire a été devant les tribunaux et en 1874, le Conseil privé de Londres se tranche la question et ordonne au curé de la paroisse Notre-Dame de Montréal d'enterrer Guibord dans le cimetière de Côte-des-Neiges. Alors, c'était une question de principe très importante, c'était à savoir, est-ce que l'État peut dicter à l'Église un comportement qui porte sur des règles ecclésiastiques, des règles canoniques. Alors donc, la question est de savoir qui prime, qui a l'autorité ultime dans des matières, là, une matière vraiment spirituelle, à savoir si quelqu'un peut ou ne peut pas être enterré dans le cimetière catholique. Donc, sur cette question-là, est-ce que c'est l'État qui a l'autorité suprême ou l'Église qui a l'autorité suprême? C'est pour ça que Dessaulles voulait en faire un cas de principe en disant on va remettre l'Église à sa place, les tribunaux vont l'obliger à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Il faut dire que la veuve de Guibord a été plutôt manipulée là-dedans. Je pense elle aurait aimé un règlement plus tranquille de cette affaire-là, mais les chefs de l'Institut canadien avaient décidé d'en faire vraiment un drapeau dans leur lutte contre l'Église. Et juridiquement, ils ont gagné. Mais sur le plan de l'opinion publique, tout le monde était pour Monseigneur Bourget. De telle sorte que quand on déterre Guibord pour aller du cimetière protestant, ça faisait déjà 5 ans qu'il était là, disons qu'il ne devait pas être beau à voir, mais en fait, quand on le déterre pour l'amener au cimetière Côte-des-Neiges, il y a une émeute dans les rues, et les gens, les catholiques, ont empêché par la force l'inhumation dans le cimetière catholique. Alors, quelques jours après, on reprend l'opération, mais là, sous la protection de l'armée. Et voyant ça, Monseigneur Bourget avait dit aux gens, avait calmé les gens, avait dit de ne pas faire d'émeute, de laisser l'enterrement se faire. On a enterré Guibord dans le cimetière catholique, puis un coup que l'armée était partie, Monseigneur Bourget est arrivé, et il a désacralisé la partie du terrain du cimetière où Guibord était enterré. Donc, ça veut dire que, même si physiquement il était dans le cimetière catholique, spirituellement, il n'y était pas. C'est comme ça que Monseigneur Bourget a évité l'émeute, parce qu'il fallait quand même pas, un évêque pouvait quand même pas jusqu'à préconiser l'emploi de la force contre l'autorité de l'État. En tout cas, pas pour une question semblable. Donc, si l'Institut canadien a gagné sur le plan juridique, elle a quand même perdu au plan de l'opinion publique, et on peut dire que de 1858 jusqu'à 1885, l'Institut canadien va vivoter. Elle va perdre de plus en plus de membres, elle va perdre de plus en plus de crédibilité. La plupart de ses chefs vont finir par se réconcilier par l'Église, se réconcilier avec l'Église, et vont recevoir les derniers sacrements avant de mourir, sauf Louis-Antoine Dessaulles qui, lui, va repousser les prêtres qui vont essayer de le convertir peu de temps avant sa mort. Mais les autres, finalement, quand il était rendu un peu plus vieux, un peu plus embourgeoisé, un peu plus respectable, ont laissé tomber leur anticléricalisme de jeunesse. Évidemment, toute cette affaire-là faisait le bonheur du Parti conservateur qui faisait ses campagnes électorales en disant « c'est assez simple, le ciel est bleu, l'enfer est rouge ». Alors, l'Institut canadien discréditait tellement le Parti libéral que le Parti conservateur pouvait dire, à tort ou à raison, que les libéraux du Canada étaient de la même nature que les libéraux d'Europe, de Garibaldi, de ceux qui voulaient spolier le pape et tout ça.
Alors, c'était peut-être pas si vrai que ça, mais ce qui est certain, c'est que les conservateurs utilisaient cette note. Alors donc, devant ça, le Parti libéral va tenter de se démarquer de son anticléricalisme. Et en 1877, Wilfrid Laurier va faire un célèbre discours à Québec dans lequel il dit que le libéralisme canadien n'est pas comme le libéralisme européen. Ce n'est pas un libéralisme doctrinal, un libéralisme religieux qui s'oppose à l'Église, c'est tout simplement un libéralisme à l'anglaise, un libéralisme politique. Donc, pour lui, le Parti libéral ne menace en rien la position de l'Église catholique au Canada. Donc, on a vu que les ultramontains, Monseigneur Bourget, les ultramontains, ont réussi à battre les anticléricaux, à battre les libéraux qui préconisaient la séparation de l'Église et de l'État. Bravo pour Monseigneur Bourget. Mais Monseigneur Bourget va perdre une autre bataille, cette fois-ci à l'intérieur de l'Église contre les catholiques libéraux. Donc, ce que les libéraux n'ont pas réussi à faire, les catholiques libéraux, eux, vont réussir à le faire. Voici de quoi il s'agit. Il s'agit du catholicisme libéral de Monseigneur Taschereau, qui a été archevêque de Québec de 1871 jusqu'à 1892. Monseigneur Taschereau est un petit peu le Monseigneur Dupanloup du Canada français. En moins doctrinal, en un peu plus pratique, mais n'empêche que la politique générale de Monseigneur Taschereau est comparable à celle de Monseigneur Dupanloup en France. Qui était Monseigneur Taschereau? C'était un fils de seigneur de la Beauce. Son père avait été membre du conseil législatif, il avait été juge, il avait fait de la politique avec les patriotes à la belle époque du Canadien, au temps du gouverneur Craig. Il avait même été emprisonné avec d'autres journaliste du journal Le Canadien. Donc, c'était un individu qui avait fait sa marque. Et d'ailleurs, les frères de Monseigneur Taschereau vont généralement bien réussir dans la vie. Un de ses frères va devenir juge en chef, non pas juge en chef, mais juge à la Cour suprême du Canada. Une de ses sœurs va épouser des gens qui étaient sénateurs à Ottawa. Son neveu va devenir premier ministre du Québec dans les années 1920. Alors, on voit que la famille Taschereau était une famille très, très influente en politique, dans la magistrature, et c'était une famille qui était habituellement liée au Parti libéral. Alors, donc, très important, sa famille est liée au Parti libéral. Donc, Taschereau vient des classes supérieures, c'est un homme instruit. Il a été le premier évêque à aller faire des études à Rome. Enfin, il a fait ses études à Rome avant d'être nommé évêque, là, mais il a été le premier homme d'église canadien à obtenir un doctorat en droit canonique de l'université grégorienne, je crois, à Rome. C'était un individu très autoritaire, un homme plutôt conservateur, mais sur la question des rapports entre l'Église et l'État, c'était un pragmatique plutôt qu'un doctrinaire, contrairement à Monseigneur Bourget ou Monseigneur Laflèche. Lui, sa vision, Taschereau, c'était qu'au Canada, l'Église était libre, mais que sa liberté reposait sur une simple tolérance protestante. Qu'en réalité, l'Église n'avait pas vraiment de droit constitutionnel garanti au pays, mais que les protestants la toléraient parce qu'un certain rapport de force était établi politiquement au fil des années. Monseigneur Bourget, lui, disait au contraire que les droits à la liberté de l'Église reposaient sur la Constitution canadienne. En fait, il faisait même remonter les droits de l'Église catholique au Canada jusqu'au traité de capitulation de Montréal en 1760. Pour lui, dès ce moment-là, l'Angleterre avait reconnu à l'Église des droits et jamais au Canada, l'Église n'avait été interdite comme elle l'était en Angleterre. Et les ultramontains allaient même plus loin. Ils disaient, depuis la Confédération, maintenant qu'on a dans la province de Québec un gouvernement responsable, composé majoritairement de catholiques, à ce moment-là, rien n'empêche le Québec de s'organiser comme une société chrétienne
aussi chrétienne qu'on pouvait l'être au Moyen Âge. Alors donc, devant ça, voyant ça, les ultramontains vont réclamer que toutes les lois civiles soient conformes à la doctrine de l'Église, disant maintenant l'Église est reconnue de plein droit, on peut vraiment imposer nos principes à tous les niveaux. Alors Taschereau disait non, attention, si on va trop loin, il va y avoir une réaction protestante et là, l'Église pourrait retrouver son statut de persécutée qu'elle avait avant 1840. Alors donc finalement, entre Bourget et Taschereau, ça va toujours être la même chose. Bourget dit il faut aller le plus loin possible dans nos revendications face à l'État. Taschereau va toujours mettre un frein en disant attention, il faut pas aller trop loin parce que si on déplaît à l'État, il va y avoir un tollé de protestation de la part des anglo-protestants et ça va amener une vague anticléricale. Alors donc finalement, sur toutes sortes de points, les deux hommes vont s'affronter. Et le point le plus important va être la question de l'influence indue. Alors voici ce qu'était l'influence indue. En 1874, le gouvernement fédéral adopte une loi dans laquelle il dit qu'une élection peut être invalide si un agent électoral a fait de l'influence indue pendant la campagne électorale. L'influence indue, c'était défini comme, par exemple, tout ce qui pouvait être menace, intimidation, tout acte qui pouvait, d'une manière ou d'une autre, vouloir forcer un électeur à voter dans un sens plutôt que dans l'autre. Et on peut penser que la loi visait, entre autres, le cas d'un employeur qui aurait voulu faire des pressions indues sur ses employés pour qu'ils votent pour tel candidat plutôt que pour tel autre. Mais ce qui va arriver, c'est que dans certains comtés où les libéraux avaient perdu la bataille, ils vont invoquer cet article de loi contre des curés qui, dans leur sermon, avaient mis les gens en garde contre le libéralisme. Et à ce moment-là, ils vont aller devant les tribunaux et les tribunaux vont invalider des élections sous prétexte que le curé, dans un sermon, a fait un acte d'influence indue. Alors là, c'était encore une fois une question de principe très importante, parce que c'était à savoir si l'État, si les tribunaux civils avaient juridiction sur la doctrine enseignée par un prêtre en chair. Alors les ultramontains disaient que tout cela était absolument inadmissible. Quant à Taschereau, lui aussi, en principe, il disait que c'était inadmissible, mais dans les faits, il va accepter que l'Église se retire, que les hommes d'Église se retirent des débats politiques. En fait, toute sa politique à Taschereau, ça va être de neutraliser le clergé sur le plan politique. Le clergé avait tendance à dire que le Parti conservateur, sans être parfait, était mieux que le Parti libéral, du point de vue des intérêts de la foi. Alors Taschereau, lui, va mettre les deux partis sur un pied d'égalité. Il va y avoir à un moment donné une cause d'influence indue qui va être jugée. C'était une cause qui venait du comté de Rimouski. Et le juge Cazot, qui avait annulé l'élection en appliquant au prêtre la clause de l'influence indue, était en même temps professeur à l'Université Laval, professeur de droit à l'Université Laval, qui relevait de Taschereau. L'affaire venait du comté de Rimouski, et l'évêque de Rimouski, qui était à ce moment-là Jean Langevin, va publier un mandement pour condamner le jugement et va demander à Taschereau que Cazot soit démis de ses fonctions de professeur à l'Université Laval. Et on va voir dans cette affaire-là que Taschereau va utiliser toutes sortes de moyens pour défendre Cazot. Non seulement il ne le démettra pas de ses fonctions, mais il va même envoyer un mémoire à Rome pour défendre Cazot. En fait, lui, ce qu'il disait que Cazot a tout simplement appliqué la loi et qu'on ne peut pas le blâmer d'appliquer la loi, même si la loi est mauvaise. Mais en réalité, le juge Cazot aurait très bien pu interpréter la loi d'une manière différente. Parce que dans une autre cause d'influence indue, dans le comté de Charlevoix, le juge Adolphe Basile-Leroutier
qui a également composé le Haut-Canada, soit dit en passant. C'est le même que le compositeur du Bas-Canada. Il était juge et lui avait refusé, dans une cause semblable, d'appliquer la clause de l'influence indue à un sermon prononcé en chair. Donc, il avait interprété la loi de manière différente. Donc, c'était possible pour Cazot d'interpréter la loi de manière différente, mais on a vu que Taschereau va tout faire pour le protéger. Pourquoi? Parce que ça allait dans le même sens que sa politique générale, qui était de retirer le clergé des luttes électorales. Un peu plus tard, la Cour suprême du Canada va se pencher en appel sur l'affaire de Charlevoix et l'affaire de Rimouski et va décider d'appliquer la clause de l'influence indue à des prêtres dans l'exercice de leur ministère. Mais là où c'était gênant, c'est que le juge qui a rendu le jugement, c'était Jean-Thomas Taschereau, le frère de Monseigneur Taschereau. Alors, inutile de dire qu'à l'époque, on a tout de suite fait le lien. Alors donc, le conflit était tellement grave entre les évêques ultramontains et Monseigneur Taschereau. Bon, il faut dire qu'il y avait, d'un côté, il y avait Bourget puis La Flèche, il y avait peut-être aussi Langevin, de l'autre, il y avait Taschereau, et puis les autres évêques penchaient d'un côté ou de l'autre, dépendant des circonstances. Le conflit était essentiellement entre Bourget et Taschereau. Alors donc, le conflit était tellement grave que finalement, on va demander à Rome d'intervenir. En 1877, Rome envoie un délégué apostolique pour enquêter sur la situation de l'Église au Canada. Mais en fait, il venait pas enquêter, il venait appliquer des décisions qui avaient déjà été prises à Rome. Il y avait un mandat très très clair, et le mandat, c'était d'appuyer Taschereau contre Bourget. Le délégué apostolique, c'est Monseigneur Conroy, et dès qu'il débarque à Halifax, en 1877, dès son premier discours, il dit que le Canada est un pays béni de Dieu parce que le libéralisme tel qu'on le connaît en Europe n'existe pas chez nous. Donc, finalement, il allait tout à fait dans le même sens que Wilfrid Laurier et que Monseigneur Taschereau. Or, on sait maintenant que ce délégué avait été envoyé ici à la demande du gouvernement canadien, du gouvernement fédéral, d'Alexander Mackenzie, qui voulait finalement que Rome vienne mettre au pas les évêques ultramontains qui faisaient trop de difficultés en matière politique. Et ça se fera pas rien qu'une fois. Il y a 3 délégués apostoliques qui vont venir au Canada. Le premier, Conroy, qui va donner raison à Taschereau. Le deuxième, en 1883, c'était Smulder. Alors Smulder, lui, il penchait plutôt du côté des ultramontains. Voyant ça, Taschereau est allé à Rome puis il a obtenu son rappel. Et le troisième va être Monseigneur Mary Delval, qui va venir dans les années 1897 enquêter sur la question, entre autres, des écoles du Manitoba. Et à la suite de cette enquête-là, ça va donner l'encyclique Affaires Rivos, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, là, qui va dire aux Canadiens français de cesser leur lutte au Manitoba. Donc, à chaque fois que Rome est intervenu dans ce conflit-là, ça a été pour appuyer la position catholique libérale plutôt que la position ultramontaine. Et c'est étonnant, d'autant plus que Conroy, la mission Conroy en 1877, se fait sous le pontificat de Pie IX. Alors on peut voir que même à cette époque-là, même sous Pie IX, déjà les catholiques libéraux avaient une influence considérable à Rome. Sous Léon XIII, l'influence va être encore accentuée et en 1886, Monseigneur Taschereau va être nommé cardinal. Ça a été le premier Canadien à être nommé cardinal. C'était finalement une approbation de toute sa politique. Mais sa politique, c'était quoi? C'était finalement de neutraliser l'influence de l'Église en politique et d'empêcher les hommes d'Église de défendre les droits des catholiques lorsque ceux-ci étaient menacés, notamment sur les questions constitutionnelles. On peut dire que la politique de Monseigneur Taschereau a définitivement modifié le rapport de force entre l'Église et l'État au Canada dans un sens d'affaiblissement de l'État. Donc, le catholique libéral Taschereau aura réussi ce que
le libéral radical et anticlérical Dessau, lui, n'a jamais réussi. Morale de cette histoire, les pires ennemis de l'Église sont toujours à l'intérieur de l'Église et non pas à l'extérieur. Alors, conclusion. Conclusion sur la période que nous avons étudiée ce soir. Il faut dire que le bilan est peu glorieux, à toutes sortes de points de vue. Premièrement, sur le plan constitutionnel, on a vu maintenant, après 30 années de confédération, on a vu la vraie nature de cette confédération. Non pas un Canada bilingue, non pas un pays fondé par deux peuples égaux en droit. Le Canada est bel et bien un pays anglais, un pays britannique, où on tolère temporairement du bilinguisme dans une des provinces, la province de Québec. Sur le plan économique, il y a un progrès considérable, mais ce progrès-là se fait par des Anglais, sous le contrôle des Anglais et essentiellement au bénéfice des Anglais. Les Canadiens français, eux, sont réduits à essayer de trouver de l'emploi dans les manufactures de textiles de la Nouvelle-Angleterre. Vous savez que s'il n'y avait pas eu d'émigration canadienne-française aux États-Unis, au lieu d'être 6 millions actuellement au Québec, on serait 12 millions. Alors, ça veut dire qu'on a perdu à peu près la moitié de notre population dans cette immigration. Sur le plan politique, c'est pas très glorieux, c'est une politique à courte vue d'à peu près tous nos hommes d'État. La devise, c'est « Sauvons le parti et tant pis pour le pays ». L'Église, à ce moment-là, est brillante, elle est forte, bien sûr, mais comme nous l'avons vu, elle est déjà rongée de l'intérieur par le catholicisme libéral. Le libéralisme radical a été mis en échec, mais par contre, le libéralisme modéré à l'anglaise se répand de plus en plus et va modifier les mentalités jusqu'à amener la grande apostasie de la Révolution tranquille dans les années 1960. Nos grands hommes, il y a deux grands hommes qui émergent à ce moment-là, Monseigneur Bourget sur le plan religieux, Honoré Mercier sur le plan politique, mais il faut reconnaître que finalement les deux ont été vaincus. Quant à la production intellectuelle de cette époque, elle est plutôt médiocre, sauf en ce qui concerne la polémique, et notamment la polémique entre les libéraux de l'Institut canadien et les ultramontains est quelque chose qu'il faut lire aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Un grand polémiste, entre autres, ça a été l'abbé Alexis Pelletier, qui était le défenseur au Québec des thèses de Monseigneur Gaume, qui s'est illustré à cette époque-là dans ses fameuses brochures contre le libéralisme. Un autre aussi grand polémiste de cette époque-là, ça a été Jules-Paul Tardivelle, le directeur du journal La Vérité à Québec, qui est un peu le Louis Veuillot canadien-français. Mais malgré tout, le Canada français continue à avancer, il vit. Il entre dans le 20e siècle avec plusieurs faiblesses, mais n'empêche avec un certain potentiel. Il faut dire que la survie du Canada français à toutes les époques, ça je pense que je l'ai dit à chacune des conférences, la survie du Canada français est un miracle. Et encore là, que le Canada français ait réussi à passer à travers cette époque de triomphe de l'Angleterre victorienne et à rester malgré tout français et catholique, alors qu'on faisait tout pour remplir le Canada d'immigrants, soit britanniques ou même européens, mais tout sauf des francophones. En 1890 ou en 1900, il n'y a pas grand monde qui aurait pu dire que le Canada français était appelé à un brillant avenir. Et pourtant, il vivait encore. Même que c'est en 1905 que le grand écrivain français Maurice Barrès était venu visiter le Québec et il avait dit que la survivance française était un miracle, le miracle canadien. Alors l'expression est restée dans notre littérature pendant un bon nombre de décennies. Donc ce n'est pas une période brillante, mais malgré tout, le Canada français continue à vivre. Et nous verrons, dans la prochaine conférence, son évolution dans les débuts du 20e siècle.